Alors bonsoir à nouveau pour cette soirée novatrice, puisque c'est la première fois que je donne cette conférence depuis maintenant 45, 46 ans que je parle devant un micro. Il m'a semblé intéressant de collecter trois textes traditionnels de différentes traditions, de différentes origines, qui pourraient venir au secours de notre pensée si largement dominée par le scientisme, le matérialisme, le doute, la peur. Et quand on connaît le pouvoir de l'intention, quand on connaît l'importance de nourrir son mental du meilleur de nos pensées, du meilleur de nos idéaux, d'élever notre conscience, notre vibration, comme on dit aussi, je me suis dit, on va chercher du côté de la Polynésie, du côté du Mexique et du côté de l'Égypte. Donc, j'ai appelé ça trois modes d'emploi pour le bonheur: Ho'oponopono, les accords toltèques, qui sont assez médiatisés quand même, et le Kybalion, qui est plus ancien et qui est moins connu, mais vous le verrez, qui nous offre des clés absolument passionnantes de philosophie, de compréhension du monde et de soi-même, et de psychologie. C'est une actualité qui me semble correspondre un peu à ce qu'on appelle des joyaux souvent en spiritualité, des quintessences, des concentrés de sagesse dont on a bien besoin. Et si votre cœur est ouvert à des choses nouvelles, à des rencontres, à toujours ce discernement, bien sûr, sur lequel j'insiste tellement, je pense que ce sont des modes d'emploi gratuits qu'on peut offrir au plus grand nombre, euh, comme des graines de métamorphose, j'ai envie de vous dire ça. Alors nous commençons sans plus tarder par les quatre accords toltèques, qui sont à la fois, on va dire, thérapeutiques, salvateurs, en tout cas éclairants, apparemment simples, et beaucoup de livres ont été publiés à ce sujet, mais en fait, il s'agit de se relier à une tradition chamanique amérindienne, mexicaine, qui, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, se résume en quatre petites formules. Sauf que souvent, la simplicité nous détourne de la profondeur. Enfin, la simplicité apparente, je veux dire, des mots. Et derrière ces quatre petites phrases, on va explorer, je pense, des pistes pas forcément conventionnelles. La première parole, ça dérange, hein, c'est que votre parole soit impeccable. Là, on nous parle de l'expression orale, on nous parle du verbe créateur, et on nous rappelle aussi que la puissance du verbe est souvent sous-estimée. Pourquoi? Parce qu'on dit un peu n'importe quoi, parce qu'on parle trop vite, on ne tourne pas sa langue 7 fois dans sa bouche, comme on dit, et on n'est pas forcément en congruence, c'est-à-dire que notre parole, notre expression ne reflète pas forcément ce que dit notre cœur et ce que dit notre mental. La parole juste, rappelez-vous Gandhi, hein, le juste est toujours supérieur au bien. Ça veut dire que la parole juste aujourd'hui est souvent supplantée par une parole qu'on appelle mondaine ou futile, mais également par des paroles que l'on croit gentilles. Vous voyez, cette première marche-là vers la bienveillance, mais qui n'apporte pas grand-chose de fertile dans la relation, ni à celui qui donne cette gentillesse, ni à celui qui la reçoit. On est proche des conventions sociales, on est proche d'un verbiage qui manque souvent de profondeur. Or, si nous sommes doués de parole, nous sommes les seuls êtres sur Terre à parler, au sens où la complexité de la langue permet quand même d'échanger des nuances exceptionnelles. Euh, Toutes les langues ont leur couleur, leur vibration, pas seulement sonore, vous le savez, mais euh, on pourrait dire spirituelle et musicale même. Il y a eu beaucoup d'études montrant que telle ou telle langue ne résonnait pas dans le cerveau et dans le corps humain au même endroit. Et comme par hasard, quand on s'y penche, on s'aperçoit que telle langue est porteuse de certaines valeurs, de certains archétypes qui sont propres à la culture qui génère cette langue. On a parlé
dans d'autres conférences de l'impact karmique de la parole. Les paroles sont des actes tout aussi importants que nos pensées. Et autant il est facile, quand on commence à prendre soin un peu de sa vie, de faire attention à ce que l'on fait, il est bien plus difficile de faire attention à ce que l'on dit. Il y a un adage oriental qui dit ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Vous avez ça en bas souvent d'une statuette avec 3 petits singes, vous savez, qui se bouchent les yeux, l'autre se bouche les oreilles, l'autre se bouche la bouche. Un peu mystérieux tout ça. Mais dans les 4 accords toltèques, on commence par appeler le côté impeccable de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez peut-être le mot innocuité, qui n'est pas très utilisé en français, et qui veut dire non toxique, qui veut dire porteur d'aucune forme de toxicité, que ce soit en parole, en action ou en pensée. Et l'innocuité, de toute évidence, nous préserve de toute construction karmique négative. On ne peut pas avoir de dette, on n'a aucune ardoise vis-à-vis du ciel et vis-à-vis des autres lorsqu'on est dans l'innocuité. Ceux qui sont proches du yoga connaissent ce mot, c'est ahimsa, qui correspond à l'une des premières bases, yama et niyama du yoga, comme s'il fallait, avant de faire des postures, des respirations, des méditations, des choses compliquées et transcendantales, il fallait juste apprendre à être dans la non-toxicité. C'est pas rien. Parce que en famille, entre amis, on connaît l'impact de la passion, d'un certain enthousiasme, un verre de vin ou deux, et la parole se lâche et va chercher souvent sous la moquette un certain nombre de malveillance ou de médisance. On lave un peu son linge sale. Et puis le mental, lui aussi, quand il est inquiet, quand il est un peu anxieux, ou il manque aussi de cette maturité, de ce recul qui prend, quand on prend trop les choses au premier degré, est producteur d'une parole toxique, d'une parole critique, d'une parole négative qui se fera l'écho souvent d'une pensée négative. Derrière cette négativité, vous savez fort bien que nous portons une part de responsabilité énorme, et souvent dans ce que les anciens appelaient le psittacisme. Le psittacisme, c'est faire le perroquet, c'est répéter les choses que l'on a entendues. Alors nous sommes comme ça dans des codages, certains diront dans des programmes, d'autres diront dans des engrammes, c'est un terme qu'on utilise dans certains milieux, et qui sont finalement les modes de pensée répétitifs acquis de nos parents, de nos profs d'école, de lycée, de fac, de nos référents spirituels, de telle ou telle religion, telle ou telle culture, sans oublier les médias, bien sûr, qui imprègnent en permanence, en passant par les influenceurs, comme on dit aujourd'hui, d'un certain nombre de valeurs détournées, de certaines illusions, de certains mirages qui nous poussent à consommer ou à devenir certains prédateurs peut-être. En tout cas, cette parole toxique, elle a forcément une origine. Rien n'arrive sans cause, vous le savez, et rien n'est privé de conséquences. Donc, si on est capable de faire un arrêt sur image, par discernement, par vigilance, c'est une forme d'ascèse, de surveiller sa parole, peut-être parler moins vite déjà, peut-être réfléchir un tout petit peu avant de parler, et essayer de mesurer l'impact de sa parole qui est lancée comme cela, dans l'éther, dans l'environnement, et qui ne va pas seulement aller dans l'oreille de votre interlocuteur, mais qui est, comme disait Victor Hugo, une force vive qui part avec de bons souliers directement dans l'oreille de la personne que vous critiquez, par exemple, même si elle est à des milliers de kilomètres de vous. Et c'est comme ça qu'on se fait des ennemis mortels, disait le poète. Le mot de Victor Hugo. Je vous invite à relire ce poème, il est remarquablement d'actualité, vraiment. Pensée négative, pensée parasite, pensée malveillante, pensée toxique,
pour soi ou pour les autres. Ça, c'est tout le contraire de la pensée impeccable. La pensée impeccable, elle est le fruit d'un mental clair, lucide, et d'un cœur bienveillant. Il est logique de penser en termes de parents quand on observe quelque chose. Qu'est-ce qui a généré cette parole? Alors on pourrait dire c'est la langue et les lèvres. La langue est masculine, elle est presque phallique, elle est mobile. Les lèvres sont clairement féminines. Donc on pourrait dire, au niveau de l'expression, de la sonorité même de notre parole, on a un couple buccal qui permet l'expression d'un enfant qui est la parole. Mais ça, c'est que de la mécanique. L'origine de la parole, c'est quand même bien ce qu'on a dans la tête, une certaine intention, consciente ou non, et ce qu'on a dans le cœur, une émotion, un sentiment, plus ou moins bienveillant. En termes de sagesse plus archétypale encore, le mental, vous savez que quand il est ouvert à la claire lumière, comme disent les Tibétains, il accède à la sagesse, ou à différents niveaux de sagesse. La sagesse qui porte des réponses sur les mystères du monde, la sagesse qui donne une maturité à notre parole. Ça, c'est le père archétypal, hein, c'est le père symboliquement parlant. Et ce père, il faut qu'il s'accouple avec le cœur, avec l'amour. L'amour, c'est la partie la plus élevée, la plus transcendante de nos émotions et de nos sentiments. Et les anciens, les Grecs, comme les Orientaux, nous disent, quand la sagesse s'accouple avec l'amour, ils engendrent une parole de vérité ou un acte de vérité. Parfois, vous verrez l'engendrement de la justice, mais ça marche aussi. Parce que pour qu'une justice soit juste, il faut qu'elle naisse d'une pensée sage et d'un cœur aimant. Sinon, c'est un simulacre de justice. Plus précisément encore, si on retourne du côté des 4 à 500 ans avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité grecque, les Grecs disaient la logique s'accouple à l'éthique pour engendrer l'esthétique. Ça peut vous rappeler des trucs hein, en classe de philo, en terminale. Ça veut dire quoi? La logique, pour les Grecs, c'est pas loin de la sagesse. C'est une performance mentale, claire, lucide, pleine de discernement, qui sait tirer des conclusions, qui sait jouer entre l'analyse et la synthèse. C'était la pensée sagesse, si vous voulez. Et puis l'éthique aujourd'hui, c'est clairement aussi dans le domaine des valeurs morales, des valeurs du cœur, amour pur et inconditionnel. Et quand vous associez cette logique grecque et cette éthique grecque, eh bien, la naissance, c'est l'enfant, c'est l'esthétique. L'esthétique, quelque chose qui prend forme de la main d'un artiste, que ce soit de la musique, de la poésie, une sculpture, peu importe. L'esthétique amène une part de ciel sur la terre, disaient les anciens. L'esthétique amène du beau qui se décroche du ciel et qui vient, sous la forme d'une œuvre, nous apporter non pas une émotion, mais une plénitude, un toucher coulé, vous voyez, qui vous amène des larmes de joie qui n'ont rien à voir avec des larmes de crocodile émotionnelles. L'esthétique naît d'une action juste, porteuse de beau, et donc le beau, le bon, le bien, vous savez que c'est très analogue et c'est bon à partager également. Alors, l'analogie peut déranger aujourd'hui un certain nombre d'auditeurs qui disent « mais quand même l'esthétique, tout ça c'est rétro, aujourd'hui l'art est un art d'expression libre ». Soit l'expression personnelle, créatrice, on peut la considérer avec le respect qu'elle mérite et c'est souvent quelque chose de très profitable pour l'auteur, pour l'artiste lui-même. Mais est-ce que tous les arts aujourd'hui, dits contemporains, sont porteurs de beau et sont porteurs de cette perfection que je qualifierais de cosmique? Parce que le cosmos, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mathématiques sacrées, c'est de la géométrie sacrée. Ce sont les archétypes, le monde des idées dont parlait Platon. Il faut le prendre sérieusement. Jung en a beaucoup parlé aussi. Dans certains songes,
quand vous dépassez un peu le nettoyage des rêves habituels de la cave freudienne, vous avez des informations qui descendent comme une inspiration artistique, et souvent on y décode des formes géométriques, des sons, des couleurs, des nombres. Et ces éléments-là, on les retrouve dans l'art, dans la musique. Les meilleurs exemples sont probablement Bach et Mozart. Donc on est dans des références, euh, tous en lien avec ce qu'on appelle aussi le nombre d'or. Et comme disait Pythagore, voilà, on fait descendre du ciel sur la terre. Les kabbalistes ont fait de même, hein, ils ont répété cela. Et vous voyez la responsabilité que ça engendre chez l'artiste. Et quand l'artiste utilise sa parole, un orateur, un homme de théâtre, un conférencier quelque part est un artiste aussi, hein, un homme politique, un avocat, quelle responsabilité. Et puis, si on voulait enfoncer encore le clou qui unit la parole et la créativité, rappelez-vous que le deuxième centre énergétique, le second chakra, sous le nombril, chakra sexuel, porte non seulement les énergies de la libido, mais de volonté, de pouvoir vouloir, dit-on, et de vouloir pouvoir. Ça habite dans le centre hara, entre le nombril et le pubis. C'est aussi avec ces énergies-là qu'on fait des bébés, bien sûr, hein, et qu'on fait des câlins. Mais la tradition nous dit, la science spirituelle nous dit que grâce à une certaine discipline de vie, ce qu'on appelle une sadhana, avec patience, avec effort, ces énergies du centre 2 sont promises à s'exprimer par le centre 5, c'est-à-dire le centre de la gorge, le chakra laryngé. Et là, on peut vraiment parler de transcendance. Ce n'est plus une sublimation, c'est une transcendance. On a élevé les énergies brutes de la libido, cette volonté d'action un peu sauvage et un peu animale en nous, élevée au centre de la gorge pour générer une parole juste, le chant, et aussi toute forme de créativité. On dit que tous les artistes ont un chakra numéro 5 très fonctionnel, comme tous les orateurs. Alors, tout le monde peut expérimenter ça d'une façon euh, modeste et humble, c'est-à-dire que profitez par exemple de vos périodes de célibat pour chanter un peu plus. Je vous garantis que c'est une façon très honorable et très efficace de bien vivre son célibat, même si vous débordez d'énergie hormonale. Le chant va permettre vraiment cette alchimie, cette ascension des énergies du centre 2 vers le centre 5. Et plus vous avez de libido, et plus vous êtes célibataire, et plus je vous invite à chanter. Chanter, chanter, chanter dans votre salle de bain, dans votre voiture. Chanter en chorale, c'est une des techniques naturopathiques, je crois, les plus polyvalentes et les plus holistiques, véritablement. Alors, il ne s'agit pas non plus de devenir tous des artistes au sens académique, parce que j'entends bien sûr là, chez vous, des résistances. Oui, mais moi, je ne suis pas artiste, je ne sais pas écrire, je ne sais pas jouer de musique, je ne sais pas. Oui, mais est-ce que votre vie ne peut pas devenir une œuvre d'art? Et dans ce cas-là, on est l'artiste de sa vérité, de sa véritable vie, de sa véritable existence. On met du beau, on met du juste, on met du bien dans sa vie. On ennoblit son comportement. Et je crois que c'est une des lectures intéressantes de cette première partie, que ta parole soit impeccable. Donc, si on résume, qu'elle soit dans l'innocuité, qu'elle ne porte aucune négativité, aucune énergie malveillante vis-à-vis de quelque créature sensible que ce soit. Pensons aussi aux animaux. Hein. Il n'y a pas que les humains vers lesquels on peut avoir une attitude offensive ou respectueuse. Et ce côté faire de sa vie, faire de sa parole une œuvre d'art, une parole bienveillante, une parole qui éclaire son prochain, une parole qui réchauffe son prochain et une parole qui dynamise, qui vivifie son prochain.
voyez, c'est comme le soleil. Hein. Le soleil nous amène de la lumière, de la chaleur et de la vie. Essayons de faire pareil par notre parole. On peut éclairer l'autre quand il est un peu dans le noir, dans le brouillard. On peut le réchauffer comme le soleil. Ça s'appelle juste de l'amour, de l'empathie, de la compassion. Et on peut le dynamiser, le vitaliser s'il manque d'énergie et que nous en débordons. Deuxième petite phrase, deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors certains entendent ça comme une évidence, d'autres disent, mais waouh, on met la barre très très haut quand même, ne pas en faire une affaire personnelle, soit, mais quoi qu'il arrive, est-ce que je vais perdre ma sensibilité? Est-ce que je vais perdre ma réactivité? Est-ce que je ne vais pas devenir indifférent? Surtout pas, surtout pas. Une des premières compréhensions de cet accord, c'est de réfléchir à la susceptibilité déjà. Sommes-nous susceptibles? Est-ce qu'on prend la mouche, comme on dit? On dit à quelqu'un qui est dans cette sensibilité, mais ne le prends pas personnellement pour essayer de désamorcer sa vexation, voyez, ou sa colère. Mais en fait, réfléchissez. Une question que je pose souvent et vous connaissez déjà la réponse. Qui réagit? Qui réagit dans la colère? Qui est vexé? Qui prend la mouche? Qui se sent visé? Qui est critiqué? Toujours et encore l'ego. Toujours et encore le petit moi. Je le répète souvent, mais parfois les clous mettent longtemps à être enfoncés. Vous savez, au fil des millénaires, notre moi, notre ego, s'est auto-proclamé le seul maître à bord. Le seul maître à bord de l'édifice humain. Il a cumulé ce qu'on appelle des saisies, au sens d'une main qui va se fermer, se crisper sur tel ou tel objet, tel ou tel compte en banque, telle ou telle personne aimée ou convoitée. Saisir, c'est un geste de préhension. C'est parfois un réflexe qui est très légitime, d'ailleurs, chez l'enfant, hein, chez l'animal, vous savez. Quand un bébé arrive, on teste ses réflexes, et notamment la préhension. Vous mettez vos petits doigts dans ses petites mains et il serre. Hein. C'est la prise de territoire. On dit, je prends mon territoire. On dit d'une façon un peu triviale, d'ailleurs, qu'on prend une femelle, une partenaire sexuelle. On dit aussi qu'on prend sa place. Tout ce qui semble un peu indispensable pour satisfaire nos instincts et nos besoins aussi les plus légitimes. Sauf que, au-delà de ces besoins, chez l'être humain, se sont surajoutés des désirs et des convoitises, jusqu'au plus sophistiqués. On va générer notamment dans notre capacité d'imagination, qui est presque sans limite, des fantasmes, des élans de compétition, des élans vers telle ou telle consommation, pas forcément liés à des vrais besoins. On sait très bien aujourd'hui qu'on fait de nous des consommateurs largement nourris de faux besoins. Donc, en faire une affaire personnelle ne peut s'imaginer que de la part d'un moi qui ose se remettre en cause, ce moi qui est par définition toujours en manque, toujours inconsolable, jusqu'à l'addiction. Toutes les addictions qu'on connaît ne nourrissent encore et encore que l'ego dans sa saisie de plaisir, de mirage, de sensations. Donc, si on voulait paraphraser, si on voulait essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce deuxième accord Toltec, on pourrait dire, cessons de réagir et passons à l'action juste. C'est peut-être une répétition pour certains d'entre vous, mais je crois que cette couche est importante, cette nouvelle couche est importante. Un enfant, comme un adulte qui manque de maturité, qui manque de sens critique, partage un certain comportement passif. On dit en psychologie qu'ils sont agis au passif, hein, ils sont agis, ils sont pilotés par leur environnement familial, culturel. Ils sont agis, manipulés, programmés par l'autorité parentale, par l'information ou la désinformation des médias, la société,
l'Église, etc. C'est une étape parfaitement légitime, parfaitement naturelle chez l'enfant. Et tous les psychologues vous diront que avant de devenir structuré, le moi répète, comme tout à l'heure, le perroquet, vous vous rappelez le psittacisme. Et il y a des humains qui terminent leur vie comme cela. Ils passent toute leur vie dans la répétition et ils font des copier-coller de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont eu comme modèle à droite et à gauche dans l'enfance. Soit. Sauf qu'il y a une deuxième étape qui arrive, heureusement, chez tous les adolescents normalement constitués, c'est la phase de rébellion. Vous me comprenez si vous avez des ados ou si vous êtes grands-parents. Une forme d'opposition à toute forme d'autorité cette fois, une remise en cause largue à manu, hein, sans forcément le discernement bien sûr qui vient après. Un adolescent réactive en quelque sorte la période du non. Vous savez, cette période infantile qui se manifeste autour de 18 mois à 2 ans, hein, eh bien, il va la réactiver à l'échelle de ses passions. Il va fuguer, il va contester, il va chahuter, il va remettre en cause ce qu'on appelle le cadre parental, paternel notamment, le cadre du lycée, du gouvernement, du bon Dieu, peu importe. C'est la phase donc de réaction. Première phase, passivité, copier-coller. Deuxième phase, réaction. Alors on pourrait dire c'est gagné, on doit tous devenir des rebelles pour contester justement ce régime politique, ces influences médiatiques. Mais réagir, ce n'est pas un acte libre. Réagir, ce n'est pas synonyme de liberté ou d'autonomie. On sent que quelque chose n'est pas achevé là. Beaucoup de gens continuent toute leur vie sur le mode réactionnel. Alors ils y trouvent leur compte, par exemple en devenant délégué syndical ou en développant une position systématiquement critique vis-à-vis du système. D'accord, on va dire que c'est une étape de plus que la première. Mais il en manque une troisième. La troisième qui correspond à un adulte épanoui, mature, accompli, eh bien c'est l'action juste. Une action libre des programmes de l'enfance et libre de la réaction infantile ou adolescente. En fait, on va retrouver là la prise de barre de notre navire, on va retrouver notre cap, on va prendre en main notre destinée d'une façon, j'allais dire, providentielle. Vous voyez, on fait le pont entre la destinée et ce que l'on subit et la providence où toutes les portes s'ouvrent. Pourquoi les portes s'ouvrent? Parce qu'on est sorti des schémas précédents, de l'enfance passive ou de la réactivité de l'adolescence. Donc on est passé d'une non-action à une réaction, qui étaient des étapes nécessaires mais insuffisantes. Et puis, une fois que ces deux prémices sont bien gérées, l'ego, on sait qu'il en fait une affaire personnelle quand il est dans la réaction. Mais c'est seulement dans la troisième étape que le libre arbitre génère de la dynamique créative. On retrouve la créativité dont on parlait tout à l'heure. On va gérer là une forme de responsabilité avec plus de soin, plus de bienveillance aussi pour soi-même et pour les autres. On va agir. Nous sommes à la source de nos actions. Donc, enfance, on est pris en charge. On n'agit pas. Adolescence, rébellion, contestation, on réagit. Adulte, on agit, on décide, on assume sa liberté. Et peut-être qu'il y a une quatrième étape, qui serait celle de l'initié, celle de l'éveillé, celle qui nous est proposée un peu comme une carotte, vous voyez, une carotte vers laquelle on avance vers l'éveil. Et là, on est agi par l'âme. On a abandonné tout vouloir personnel de l'étape numéro 3, et c'est le soi, c'est la vie de l'âme qui prend en charge notre comportement. Tellement on a fusionné avec notre précieux, tellement on est à l'écoute de notre intuition, de notre créativité, des messages de l'âme. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois en psychologie moderne l'état de flow.
voyez, c'est quelques instants dans la journée où les artistes, souvent, se sentent comme habités par une inspiration supérieure, la volonté à lâcher prise. On est complètement détendu, le temps se déforme, l'espace se déforme, on est dans une espèce de no man's land entre le moi et le soi. Et là, plus on est transparent, comme un prisme de cristal, vous voyez, on accueille la lumière blanche et toutes les couleurs se décomposent dans notre créativité. Et là, on a une parole juste. Parce que l'âme, le maître intérieur, ne trompe pas. Rappelez-vous que l'âme est essentiellement impersonnelle. Donc, comment gommer cet ego et donner toutes les dimensions, passer les rênes, voyez, passer les commandes, passer les clés à notre âme. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui va s'appeler l'initiation et l'évolution spirituelle. Et on essaye de ne pas retomber dans les travers du passé, bien sûr, et de ne plus jamais en faire une affaire personnelle. Troisième accord Toltec, ne faites aucune supposition. Pas facile, hein? Ça, c'est un avis pour les hésitants, les prisonniers du doute, les anxieux, les angoissés, tous les adeptes de la tergiversation et de la procrastination. Je vous le dis en toute simplicité, arrêtez, arrêtez, le passé n'existe pas. Et l'avenir n'existe pas non plus. Donc toute supposition, par essence, est une absurdité conceptuelle qui va menacer notre sérénité. Ça vaut le coup de méditer cette parole quand même. Supposer, toute supposition est un échafaudage où vous ouvrez différents possibles, mais qui vont nous détourner du présent. Nous détourner du présent et nous détourner de la qualité de la vie, bien sûr, attachée à la présence. C'est dans l'ici et maintenant que l'état de flow peut se manifester, pas dans la nostalgie du passé et pas dans le fantasme du futur. Supposer, c'est le mauvais côté de la pensée magique. C'est comme une graine d'illusion, un pari, de dupe. On va toujours perdre, toujours perdre. Supposer, je pourrais vous dire que ça nous détourne de l'émerveillement. L'émerveillement qui prend toute sa dimension dans l'ici et maintenant. Certains disent sur un ton un peu poétique, seul le présent contient l'infinitude des possibles. Le présent est comme une graine qui peut libérer tous les possibles qui sont à notre disposition. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps réfléchir au passé pour tirer des leçons du passé. C'est très différent de ruminer le passé que l'on regrette. On peut créer des projets, c'est légitime. On peut se donner des ambitions éclairées par nos idéaux les plus élevés, c'est légitime. Ça n'a rien à voir avec les fantasmes et les désirs de ce qui pourrait devenir demain ou advenir demain et ce qui va combler des manques qui ne sont même pas légitimes. Alors c'est une histoire qui, pendant des siècles et des millénaires, n'avait quasiment aucune actualité. On ne connaissait même pas la formule ici et maintenant. Vous savez que les anthropologues, avec les historiens et un certain nombre de chercheurs, observent dans la langue française, par exemple, mais ça marche dans toutes les langues du monde, observent l'apparition de phrases, de mots, de formules qui semblent comme ça descendre sur la planète à certains moments de l'histoire. Et ici et maintenant, on ne trouve aucune trace littéraire de cette petite formule avant mai 68. Mai 68. Il a fallu ce vent révolutionnaire issu de la contre-culture américaine pour qu'on dise ici et maintenant. Ça ramenait à l'essentiel, avec une sagesse que les gens avaient empruntée un peu à l'Orient. Hein. Et depuis, c'est une formule que tout le monde utilise. Le seul qui ait utilisé cette formule au Moyen-Âge, c'était un théologien dominicain allemand nommé Maître Eckhart,
qui avait d'ailleurs frôlé l'excommunication en parlant d'ici et maintenant à ses ouailles catholiques, parce que vous imaginez bien que si vous êtes dans le présent, vous ne tenez plus compte du péché originel qui est dans le passé, et vous ne tenez plus compte non plus de la peur de l'enfer qui est supposée être dans l'avenir. Donc, politiquement, vous devenez extrêmement rebelle et dangereux pour le système. Ici et maintenant, c'est la grande liberté. L'Église ne voyait donc pas d'un très bon œil à l'époque cette philosophie qui risquait de détourner ses ouailles de l'espérance d'un paradis post-mortem, bien sûr. En plus, Maître Eckhart, tenez-vous bien, il a osé écrire que chercher Dieu en soi était peut-être prioritaire plutôt que de chercher Dieu là-haut, dans la transcendance, au ciel, inaccessible, sur son nuage. C'était complètement révolutionnaire à l'époque. Cet homme était novateur, il était visionnaire. Et puis, petit clin d'œil peut-être des mots, ou peut-être clin d'œil du karma. Vous savez qu'aujourd'hui, un certain Eckhart Tolle est un des maîtres spirituels allemands qui est très présent sur YouTube. Et voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas là comme une renaissance de cette philosophie? Alors on trouve dans ce que je vous dis là des échos aussi à ce qu'on appelle la prière de la sérénité, qu'on attribue à Saint François. Bon, ça ne me dérange pas que vous l'attribuiez à Saint François, mais je crois qu'elle est liée à un certain Reynold de Niebuhr. Une jolie phrase, une jolie prière. Seigneur, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être, et la sagesse de les distinguer l'une et l'autre. Vous voyez, cette invocation, elle pose un cadre légitime pour une pensée humaine qui considère ces éléments de vie, mais elle met en relief l'acceptation. Et l'acceptation, c'est une forme de renoncement, une forme de oui et de lâcher-prise profond à la vie, qui suppose d'une part du discernement, mais qui suppose d'être très ancré dans le présent, avec une certaine sérénité. Et si nous cultivons cette sérénité, ici et maintenant, on peut prendre le pari qu'on va faire l'expérience du contentement, une qualité très précieuse, de moins en moins expérimentée dans nos sociétés de revendicateurs. Et au cœur de la présence, comme on le vit par exemple dans le bouddhisme zen, hein, une méditation assise, concentrée sur le souffle, la posture, le fil des pensées, comme dans les méditations bouddhistes de Thich Nhat Hanh, hein, méditation de pleine conscience. Je rends un hommage à ce bon maître qui a quitté son corps il y a quelque temps. Je cite, « Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, il est de marcher sur la terre verte dans le moment présent et d'apprécier la beauté et la paix qui sont disponibles maintenant. La sérénité de l'instant, paix et joie à chaque pas. Et quelle que soit la tâche que vous effectuez, faites-la lentement, avec l'attention qu'elle mérite. Ne la bâclez pas pour en finir plus vite. Soyez détendu en toutes choses et portez à cette chose, portez-y toute votre attention. Quatrième et dernier accord toltèque, qui n'est pas le plus simple. Faites toujours de votre mieux. Le mot est un peu rassurant. Et il ramène le pari des 3 premiers accords à une dimension qui dit bah, l'être humain est tellement imparfait. On va faire de notre mieux. Il est évident que nous sommes perfectibles. Et entre nous, à première lecture, on pourrait même entendre dans cet accord une certaine licence pour ralentir un peu le rythme, s'autoriser une certaine part de faiblesse, puisqu'elle est légitime. Puisqu'en tant qu'humain, je suis imparfait, allez, à quoi bon mettre autant de pression?
Et là, vous sentez le danger venir. C'est une lecture rapide qui me semble complètement erronée, et c'est encore l'ego qui vient euh, plaider là pour justifier son rythme, pour ne pas être dérangé, pour justifier sa paresse. Je ne peux lire qu'une sollicitation dans cette phrase, hein, dans « faites toujours de votre mieux ». Personnellement, j'entends d'abord le mot « toujours ». Et ça ne me pousse pas à la paresse. Ça ne souligne pas ma part d'imperfection. Ça élève la barre. Et les pauses ne sont pas vraiment au programme hein, dans cette application à toujours faire de son mieux. Faire de son mieux, ça concerne qui? Bah, c'est nous, hein, on est face au miroir là. On ne s'occupe pas du mieux des autres. Il n'y a que nous qui pouvons définir le mieux de nos possibles, le mieux de nos actes. Et c'est une certaine responsabilité qui demande beaucoup d'honnêteté, qui demande de ne pas tricher. Parce que, de vous à moi, où s'arrête le mieux de notre possible? Qui a défini la limite de votre mieux et de votre possible? Est-ce que ce n'est pas une part de complaisance? Est-ce que ce n'est pas la part un peu infantile d'une attente de récompense? Vous savez, les circuits de la récompense dans le cerveau, ils sont très, très puissants. Faire de son mieux, moi, j'entends une autopropulsion vers un meilleur, toujours en marche. Alors, soit mettre la barre trop haut, c'est un stress qui n'est pas légitime, c'est parfois de l'orgueil, c'est un manque de réalisme. On connaît tous cette petite phrase de Montesquieu qui répétait « le mieux est l'ennemi du bien ». Ouais, le mieux est l'ennemi du bien, d'accord. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que bon, je joue du violon là qu'est-ce qu'on fait de son projet et de ce chemin de perfectionnisme? Est-ce qu'on va le saboter? Est-ce qu'on va l'altérer? C'est vrai que selon vos points de vue, J'en ai eu quatre. merci de bien fermer vos micros. Et te laver? Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. On pourrait dire aussi que ça dépend de la conscience, bien sûr, de la personne qui prend la parole. Et puis, pour une majorité d'entre nous, évoluer, c'est une perspective plutôt positive, très saine, plutôt éthique. Soit le progrès est là, qu'il soit humanitaire, qu'il soit scientifique, qu'il soit économique, mais quant à s'impliquer dans une démarche personnelle de progrès, donc d'évolution, de croissance, ah, c'est autre chose. Là, souvent, on fait des pauses, on souffle, on prend même des vacances. Pour être vacant, on se distrait, distraire, hein, sortir de. On sort de son centre et on part en périphérie. Je ne vais pas vous jeter la pierre, hein, se distraire et prendre des vacances, soit, mais est-ce que ce n'est pas la voie du milieu qui serait la plus juste? Si votre idéal, si votre idéalisme est votre source de joie, si votre idéal vous porte à cette exaltation, à ce rayonnement et à un investissement quasi permanent dans l'effort, dans l'œuvre de votre vie. Je dis l'œuvre et pas le travail. Je me reconnais un peu personnellement dans dans cette gentille névrose. Soit. Parce que pour les personnes les plus engagées sur le sentier, on œuvre joyeusement. C'est ça le sens même de la sadhana que j'évoquais tout à l'heure, hein, une discipline joyeuse. C'est pas du tout une mortification. On va pas bosser métro, boulot, dodo. Non, c'est encore une fois, on fait de sa vie une œuvre d'art et on œuvre au meilleur du possible pour soi et pour les autres. Et dans ce cas-là, je suis pas convaincu qu'on ait besoin de grandes vacances. Et surtout pas de distraction. Et puis entre nous, vous savez qu'une heure de méditation remplace aisément 2 cycles de sommeil nocturnes. Et puis, au risque de me répéter, qui a besoin de faire de son mieux?
Qui a besoin de vacances et de limiter les contraintes? C'est encore et encore l'ego, le petit moi. Donc ce quatrième accord Toltec, il est quand même porteur d'un très beau message qui nous invite à créer un partenariat avec notre moi supérieur, notre âme, notre soi, pour non pas porter à bout de bras, parce que nos bras ils sont très limités hein, dans notre petite force personnelle. La force, c'est pour l'ego, mais la puissance, c'est pour l'esprit. Si vous êtes partenaire de l'âme, même plus de limites, même pas peur. On décuple ses énergies, son endurance, sa productivité. Faites juste l'expérience d'un lâcher-prise actif, en confiance. Et là, tout va prendre du sens. Si vous consacrez votre vie à une spiritualité plus vivante, plus incarnée, vous allez contacter une dynamique de vie où vous allez balayer la fatigue, balayer les faux besoins et balayer entre nous un certain nombre de frivolités. Parce qu'on ne sera jamais les victimes de nos âmes. On ne sera jamais les dupes du message intérieur. Et puis, pour celles et ceux qui peuvent ouvrir l'oreille au plus haut niveau de cette ascèse évolutive, je vous citerai quelques lignes d'un enseignement théosophique très peu connu. Ça s'appelle les archives numéro 12 des Annales des Maîtres. On va trouver ça chez Alice Bellet dans Guérison ésotérique. Écoutez ça. Je prends l'engagement solennel de m'acquitter de mon rôle avec ferme résolution, ardente aspiration, de lever les yeux vers le haut et d'aider ici-bas, de ne point rêver ni prendre de repos, de peiner joyeusement, de servir, de récolter. Je prends l'engagement de lutter sans cesse en écartant toute idée de récompense. Je renonce à toute paix personnelle. Je renonce au repos. Et sous le poids de mon travail, de me détacher de moi-même pour trouver le soi et connaître la paix. Petite formule qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde 24 heures sur 24, mais voilà, pour les plus idéalistes d'entre vous, ça peut faire écho. Ne prenez pas à la lettre cette exhortation sans un long entraînement et sans l'avis éclairé d'un accompagnant, d'un aidant, d'un thérapeute. Parce qu'on peut très vite, avec ce type de profil qui prendrait au premier degré ce que je viens de vous dire, générer du fanatisme et confondre une aventure spirituelle avec quelque chose qui va devenir un drame. Attention à l'intégrisme religieux tout autant qu'à l'intégrisme spiritualiste. Les fous de Dieu sont trop nombreux aujourd'hui sur Terre et encore une fois, la voie du milieu est probablement une solution aussi équitable que juste. Alors, je conclurai cette première partie en disant que les 4 accords Toltec me paraissent vraiment de bons compagnons sur la voie de la libération karmique. Parce que c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que ta parole soit impeccable neutralise toute la partie du karma qu'on engendre au quotidien, notamment par la parole, et qu'on appelle le karma de contingence. Parce que si ma parole est juste, je suis dans le champ de l'innocuité. Donc, je ne remplis pas l'ardoise cosmique. Deuxième raison, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Ça neutralise de toute évidence l'ego, trop réactionnel, trop susceptible, ne pas être concerné par ce qui nous arrive n'étant ni une fuite, ni un pied de nez qui renverrait la responsabilité aux autres. Hein, c'est pas du tout ça. On s'identifie à notre centre et non plus à notre périphérie. On reste dans le monde, vous le savez, on œuvre en ce corps et en ce monde avec une liberté créatrice qui devient inspirée. Et ça, c'est un
changement de point de vue, un changement de paradigme très salutaire. Et puis, pardon pour la palissade, mais sans ego, plus de karma. Ça peut paraître tellement simple, non? Troisième accord, ne faire aucune supposition, va libérer le mental de tout doute, de toute anxiété, va recentrer la conscience dans le présent. C'est un accord qui est porteur d'une certaine forme de dédramatisation au quotidien et qui va nous ramener à cette sainte présence, à cette ici et maintenant, où l'éternité peut se déployer. Dans le cœur du présent, déploie l'éternité. Et enfin, faire toujours de son mieux va poser les limites très sages d'un cadre d'action nouveau, d'un comportement qu'on pourrait qualifier de studieux, appliqué, sans toutefois sombrer, vous l'avez entendu, dans un idéalisme fanatique et dangereux. Allez, petit voyage du côté d'Hawaï maintenant, du côté de la Polynésie, avec Ho'oponopono. C'est une technique de guérison, une technique qu'on pourrait traduire souvent par rendre droit, bonifier ou rectifier l'erreur. Ce sont des paraphrases pour essayer de trouver du sens dans la formule Ho'oponopono. Ho, c'est plutôt lancer une action, et pono, c'est plutôt quelque chose d'intègre, de droit. Donc, ce n'est pas une thérapie, c'est une philosophie de vie qui nous amène à prendre un peu les clés de son destin. Mon ami et confrère Luc Baudin a beaucoup écrit, beaucoup parlé de cela. Je peux vous renvoyer aussi à ses bouquins. Et l'idée, pour commencer, c'est que nous sommes responsables, bien plus que nous le croyons, de ce qui nous arrive. Arrêtons un peu d'être les victimes des autres, de la malchance ou d'un Dieu vengeur. Et puis, devenir plus responsable, c'est quelque part prendre les clés, oui, prendre les rênes de notre destinée. Et c'est aussi faire ou défaire ce qui a été peut-être manqué, raté ou inachevé par le passé. C'est l'une des forces essentielles de Ho'oponopono. On est dans la sagesse polynésienne qui a pendant des siècles été une tradition orale, hein, donc on ne peut pas dater Ho'oponopono. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Aloha, Aloha qui est la tolérance, le partage, l'amour. Il y a derrière cette formule une idée de réconciliation qui est importante et qui servait de thérapie dans les groupes, dans les communautés, dans les tribus des populations hawaïennes pendant des siècles. Ça permettait de résoudre les choses, de les mettre à plat, de faire tomber les conflits, généralement sous la conduite d'un chaman, d'un guérisseur, on appelle un kauna là-bas. Et une fois qu'on avait mis à plat les choses, que tout avait été verbalisé, chacun demandait pardon pour, notamment, les pensées qui sont à l'origine de nos actes, on l'a vu tout à l'heure. L'idée, on dirait en psychologie jungienne, que Ho'oponopono va gommer une bonne part de notre ombre. Ces programmes erronés qui sont à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui, surmonter un certain nombre de désagréments d'une façon plus paisible. Quelque part, voilà, c'est une clé très polyvalente, très simple d'harmonie dans notre vie. Et les mots-clés derrière, c'est probablement le pardon et la réconciliation. Alors, avec soi et avec les autres, bien sûr. Il y avait, il y a à peu près 80 ans, une guérisseuse qui s'appelait Maura Nalamaku Simeola, qui utilisait Ho'oponopono d'une façon thérapeutique sur donc des dizaines, des centaines de personnes. Et sans le savoir, elle travaillait aussi sur la psychogénéalogie, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle balayait avec cette technique les programmations
qui sont dans nos sacs à dos et qui remontent sur X générations. Tout ce qu'on subit comme souffrance et comme désagrément, comme stress, si on est très attentif, possède une origine, bien sûr, dans notre passé, dans notre mémoire. Et effacer, gommer ces processus perturbateurs inconscients devient possible. D'une façon presque un langage pour les enfants. Quelque chose de transformateur comme une enzyme qui va lancer un processus capable de réajuster notre destinée. Et ce procédé mis au point par cette thérapeute a tellement été efficace que, il y a maintenant quelques décennies, elle a été invitée à faire une communication aux Nations Unies et à l'OMS. Je ne pense pas qu'elle ait été vraiment entendue, mais voilà, ça s'est fait. Et puis après, la technique a été diffusée par d'autres groupes liés à l'hôpital d'État de Hawaï. Un certain médecin, le docteur Len, méditait, priait, utilisait Ho'oponopono pour ses patients, et d'une façon assez étonnante, parce qu'il ne changeait rien à ses protocoles médicaux, il n'ajoutait pas de médicaments. Et c'est les infirmières et ses confrères qui disaient, mais qu'est-ce que tu as fait là, tout ton groupe, toute ton unité, ils guérissent anormalement, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il répondait, je guéris la partie en moi qui les a créés. Ça veut dire qu'en lui, ce médecin gommait les mémoires erronées, non seulement liées à son existence, mais comme nous sommes tous liés en conscience, cellules d'un même corps qu'on appelle l'humanité, eh bien, plus il pratiquait Ho'oponopono, et plus il dénouait les tensions de ses proches. Ça paraît énorme, on peut dire qu'on est dans une croyance, mais encore une fois, ne me croyez pas, je le répète à chaque fois, essayez de le mettre en pratique pour déconstruire les engrammes dont je parlais tout à l'heure, inconscients, parentaux, etc. On sait que la pensée impacte la matière, on sait que la pensée précède l'énergie, on connaît le pouvoir de l'intention. Certains physiciens aujourd'hui vont même jusqu'à affirmer que l'univers ne prend sa réalité que sous notre regard. C'est pas complètement faux, hein. Si on ferme les yeux, déjà, on a perdu l'environnement. Est-ce qu'il est toujours là quand on va réouvrir les yeux? Peut-être, ou pas. Donc l'idée, c'est qu'en changeant nos pensées, on peut changer une bonne partie du monde, en tout cas de notre monde, et que, selon la loi de l'attraction, on va attirer le meilleur de notre destinée, en sortant notamment de la victimisation. Alors, les 4 petites phrases, vous les connaissez. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé de quoi? Désolé d'être à l'origine, quelque part, de cet événement, en conscience ou non. Pensée collective, encore une fois. Je demande pardon. Je demande pardon à mes profondeurs et j'en demande pardon à l'autre dans la relation. Et puis merci. Merci à la vie, parce que si la vie ne m'avait pas amené cette situation, je n'aurais pas pris conscience de telle mémoire erronée, de telle programmation. Et puis je t'aime la vie, et puis je t'aime telle mémoire erronée. Je t'envoie de l'amour, tout en demandant qu'elle soit effacée. C'est par la bienveillance qu'on peut gommer, pas par la violence. Et bien qu'on soit à l'origine, qu'on soit l'investigateur de cette situation, quelque part, je m'aime aussi. Pas d'une façon nombriliste, mais comprenez bien que s'accorder de la tendresse, s'accorder cet amour, c'est le minimum qu'on doit à la vie qui est en nous, et c'est le minimum du respect, ouvrant les portes de l'amour et de la guérison. Encore une fois, tout est dans notre intention, tout en étant notre concentration, et on n'est pas dans la magie qui supposerait de le dire une fois ou deux et d'attendre passivement que quelque chose se déclenche. Non, il faut, dans la pratique de Ho'oponopono, il faut
euh, euh, un investissement concentré, répété, à la fois éclairé par cette part de discernement, un peu de cette sagesse et de cette lumière que j'évoquais tout à l'heure, et le cœur ouvert à tous nos potentiels de bienveillance et de pardon. Entrer en amour avec soi, entrer en amour avec le meilleur, avec nos relations, avec la vie, avec le tout, si vous voulez, permet vraiment de mobiliser cette gomme. Alors, est-ce qu'on s'oppose au karma pour autant? Sûrement pas, parce que le karma reste le karma. Et on ne pourra pas impacter les lois cosmiques. Par contre, changer de comportement, ici et maintenant, c'est générer un nouveau jardin, c'est générer d'autres graines qui vont donner d'autres fruits. C'est aussi simple que ça, le karma, vous le savez. Et plus nos mémoires délétères vont être gommées, plus nos zones d'ombre vont être gommées, et plus nous développerons d'une façon spontanée une certaine prédisposition à être heureux. J'ai envie de le dire comme ça. Peut-être pour provoquer ceux qui ont du mal, ceux qui ne se sentent pas prêts pour le bonheur, ou pire, qui ne se sentent pas légitimes. Est-ce qu'il faut pour autant être conscient de toutes les ombres, de toutes les mémoires erronées pour les gommer? Eh bien non, c'est pas nécessaire. Et tous les spécialistes de Ho'oponopono vous disent que on s'en fiche. On ne prend pas en compte le fait que je sois dans un univers rationnel, connu, tout est euh, clair dans mes héritages parentaux et mes liens avec les autres et avec mes ancêtres. Non, non. C'est, en fait, selon les Polynésiens, notre seule réalité, il l'appelle pas le soi, mais il l'appelle la divinité intérieure, c'est la même chose. C'est lui le thérapeute. C'est cette part de divin, ce noyau précieux qui contient en germe tous les potentiels de guérison, bien au-delà des croyances, bien au-delà des croyances. Appelez-le le divin, le soi, l'âme, peu importe. Mais restez en tout cas dans la part d'idéal qui fait votre, votre rêve, non pas au sens inaccessible, mais au sens dynamique. On crée sa vie au jour le jour. Et plus on devient responsable, plus on devient le patron de sa vie. On devient le boss. Et on change bénéfiquement. Ho'oponopono, sans qu'on y injecte euh, de la difficulté mentale, de l'intellect, va nous mettre en contact avec l'essence du bien, du beau, du bon, du vrai, du noble, du juste, du pur. Ça veut dire que en changeant notre conscience, en formulant Ho'oponopono, on change largement une part des événements puisqu'on en devient le co-acteur et non plus la victime. Donc les bénéfices sont très nombreux en psychologie. C'est un autre point de vue. Vous savez, sortir de la victimisation, c'est énorme hein, pour beaucoup, beaucoup de personnes. C'est aussi faire l'expérience de la pensée créatrice qui génère une vie bien meilleure, bien plus équilibrée. C'est la conscience de nos codages délétères, négatifs, qui sont à l'origine de beaucoup, beaucoup de nos problèmes. C'est ouvrir une porte au changement, accéder à la légitimité du changement. C'est énorme. C'est énorme. Et la puissance de l'amour, la puissance du pardon, fait que nous devenons bien évidemment de plus en plus bienveillants pour nous, pour les autres, pour toute créature. Il n'y a plus de place pour accuser l'autre. Vous voyez, la parole devient impeccable. C'est la tolérance, c'est la compréhension, c'est la paix qui s'installe. Ho'oponopono ne va pas remplacer une consultation médicale, bien sûr, mais c'est un art de vivre. Et
Parfois, ça devient une thérapie. Attention de ne pas en faire non plus une pensée magique et répéter d'une façon obsessionnelle, désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est trop facile et c'est pas du tout efficace. Je pense qu'il faut d'abord s'accorder un temps de réflexion sur quelle est ma part de responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de ce problème. Quel programme est-ce que j'affronte aujourd'hui? On ne peut pas en prendre 10, 15, 20 en même temps. Quelle est ma priorité avec ma gomme magique, hein? Et puis, c'est goûter le sens des mots, goûter la profondeur de chaque mot. Les répéter, alors pas d'une façon obsessionnelle, mais allez, au moins 3 fois par jour, c'est un minimum, comme une psalmodie agréable. Et ces parts d'ombre vont peu à peu nous permettre d'accéder à notre être profond, notre être essentiel, notre vraie nature, dirait le Bouddha, cette nature d'amour-sagesse, de sagesse-compassion. Désolé, désolé d'être le créateur de cet événement ou le co-créateur. J'en demande pardon, je m'en demande pardon, je demande pardon à la vie. On n'est pas loin de la contrition, hein, dont parlait Monsieur le curé, l'acte de contrition. Merci, merci la vie, merci pour cette situation qui me fait grandir, qui me permet de grandir en conscience. J'imaginais même pas que j'avais ce programme en moi. Et puis je t'aime la vie, je t'aime l'amour, je t'aime l'amour. Je t'aime pour cette mémoire erronée. Je demande qu'elle soit effacée, mais quel cadeau d'être dans un processus de prise de conscience. Quel cadeau d'être enfin aux manettes de sa vie. Et puis je t'aime, pourquoi? Parce que seul l'amour est thérapeute. L'amour, what else? Allez, troisième partie pour les courageux qui ne sont pas encore partis dormir. Un petit voyage en Haute-Égypte avec un texte pas très connu, le Kybalion, qui a été publié au début du XXe siècle par 3 auteurs qui ont coécrit, mais qui, pour plein de bonnes raisons, ont voulu garder l'anonymat. En tout cas, on sent la trame, on sent la plume d'Hermès, Trismégiste. Hein. C'est un personnage un peu mythologique, un peu historique, on ne sait pas trop, d'autant qu'il y a eu plusieurs Hermès pour les historiens. Trismégiste, ça veut dire 3 fois mage, 3 fois grand. C'était donc un grand initié qui avait pouvoir sur les 3 mondes, physique, psychique et spirituel. Hermès a été divinisé, on en fait aussi un personnage très proche de la mythologie du dieu Thoth, Thoth Hermès en Égypte. Mais on trouve aussi un Hermès grec, bien sûr, ce qui complique un peu la tâche des historiens, mais ce n'est pas important pour nous ce soir. Un petit traité qui est à la fois philosophique et spirituel, qui est vraiment dans la lignée des 2 autres ouvrages d'Hermès qui sont un peu plus connus, la Table d'Émeraude et ce qu'on appelle le Corpus Hermeticum. Un enseignement qui me semble étonnamment concentré, qui va se décliner en 7 principes, qu'on appelle aussi 7 axiomes. Je vous les donne dans l'ordre du livre, ce n'est pas forcément l'ordre le plus facile à intégrer, mais bon, c'est pour le respect. Et puis pour chaque principe, je vous donnerai quelques commentaires, notamment en lien avec notre chemin de vie et notre libération karmique. Premier principe, principe de mentalisme ou principe de l'empreinte. Le texte dit « le tout » majuscule est esprit majuscule. L'univers est mental, mental majuscule. Il est contenu dans l'âme du tout. Accrochez-vous, hein, ce n'est pas le plus simple. Respirez. Du point de vue
absolu, c'est-à-dire du point de vue du tout, l'univers n'est qu'une illusion, un rêve, au mieux une pensée. Mais du point de vue relatif, c'est-à-dire du point de vue de l'humain, l'univers est réel, bien tangible, et nous sommes sous ses lois. Voilà le texte littéral du principe de l'empreinte. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tout ce qui est évoqué est mental. Et ceux qui ont travaillé un peu la question savent que le mental, ce n'est pas seulement une capacité humaine, mais qu'on peut aussi parler de mental cosmique, de pensée cosmique. La pensée déjà d'un grand architecte qui aurait pensé le monde et pensé l'univers, un créateur, un esprit premier, qui est à la fois source de la matière et des énergies qui précèdent la matière, une volonté première qui aurait posé comme une intention, en pleine conscience, une intention d'artiste, créateur de l'univers. Et nous, à notre petite échelle, on peut aussi être co-créateur. La magie blanche, vous le savez, on n'est pas loin de l'alchimie là, mais la magie blanche, c'est juste la science d'utiliser les principes naturels avec éthique, bien sûr, pour faire du bien, pour guérir. Je cite, « Celui qui comprend la vérité de la nature mentale de l'univers est déjà bien avancé sur le sentier de la maîtrise. » Bon courage, les amis, bon courage. On a déjà tellement de mal à sortir des rouages compliqués de notre nature mentale personnelle. Imaginez un mental cosmique, je suis compatissant, ce n'est pas facile. Mais on trouve quand même comme une analogie avec la pensée très libératrice du Bouddha, qui dit qu'en permanence, nous forgeons nos propres réalités et que tout passe par notre esprit, par notre mental, générateur de croyances, générateur d'illusions, générateur de mirages, de programmation. Alors, est-ce qu'on n'est pas loin de la vacuité du zen? En tout cas, c'est en maîtrisant le mental, l'esprit, qu'on peut ouvrir les portes du spirituel. Il faut passer par le mental. Je disais cet après-midi à des amis qu'on a passé des millions d'années à élaborer notre mental. On ne va quand même pas jeter le bébé et l'eau du bain. On ne va pas balayer tout ça d'un revers de manche en disant non, non, je suis pur esprit, pure transcendance, lumière, je suis lumière. Arrêtez. Le mental doit être notre partenaire. C'est notre partenaire le plus prodigieusement doué pour analyser, pour comprendre, prendre avec, pour fusionner avec l'objet de nos études. Sans mental, pas de libre arbitre. Sans mental, pas de discernement. Sans mental, pas de sens critique. Sans mental, pas d'accès au savoir et pas d'accès à la connaissance. Connaître. Là est le secret peut-être et la puissance aussi de Shiva dans la culture indienne, ayurvédique. Alors d'une façon un peu rapide, souvent on associe la Trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à la Trinité, la Trimurti indienne avec Brahma, Vishnu et Shiva. C'est pas faux, c'est une analogie qui fonctionne et tous les théologiens vont vous dire que le un est trinitaire et la Trinité est une. On les appelle. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. C'est difficile de se concentrer avec des bruits parasites. En bas à gauche de votre écran, merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. On dit que Shiva, c'est le dieu des yogis. C'est cette part de la divinité pour qui tous les possibles sont de son domaine d'action, mais une action qui ne sera pas forcément la plus douce et la plus tendre pour notre ego.
On dit que sa cible d'élection, c'est le 6e chakra, entre les sourcils. Pourquoi? Parce que c'est là que l'illusion s'installe et c'est là qu'il faut trancher avec l'épée de clivage. L'épée qui coupe le nœud gordien, vous voyez, cette capacité que nous avons à lâcher, à élaguer notre arbre de vie de ses branches mortes, de tout ce qui ne nous appartient plus. Et là, vous comprenez le lien avec ce qu'on a vu plus tôt. Alors, il y a un principe numéro 2 maintenant qui s'appelle le principe de correspondance ou principe d'analogie. Vous allez souffler, il est plus simple. En fait, on reprend dans ce passage le cœur de la table d'émeraude, l'œuvre majeure d'Hermès, qui dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, pour la plus grande gloire de l'unité. » La dernière phrase est souvent traduite à peu près comme ça. Donc, vous sentez des analogies, là, entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre le système solaire et l'atome. Les Grecs avaient déjà pressenti cette analogie entre notre Soleil et ses planètes et notre noyau et les électrons. Analogie avec les planètes et les organes, analogie avec les nombres et les planètes et les lettres et les couleurs et les formes géométriques. C'est ça le travail d'Hermès. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'alchimie va étudier cela. Mais les naturopathes aussi, parce que on fait des analogies, nous, en permanence, avec les signes, par exemple, vus dans l'iris, et peut-être les pathologies, le terrain. On fait des liens entre la forme et le fond. Ça s'appelle la morphologie, la typologie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il existe, je cite, 3 grands plans principaux, physique, mental et spirituel. Chaque plan est subdivisé en 7 plans, eux-mêmes subdivisés en 7 sous-plans. Ça, vous allez le retrouver si vous avez un peu potassé l'holisme et la constitution des corps subtils. Et c'est clairement ce qui m'a motivé, moi, dans les années 70, pour élaborer et peaufiner ce qui est devenu la naturopathie holistique. Et on sait aujourd'hui que la physique quantique vient confirmer très, très largement cette loi de correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Ça nous fait un lien, ça nous fait un écho à ce qu'on a dit tout à l'heure en ce qui concerne l'immanence. L'immanence qui voit le divin en soi, c'est bien le reflet dans le monde du bas de ce qui préexiste dans le monde du haut. Chez Jung, en psychologie, on parle de l'ombre blanche et de l'ombre noire. Ce sont les parts cachées de notre personnalité, on les appelle parfois des sous-personnalités ou des forces souterraines. On les perçoit mieux toujours chez les autres que chez nous. Et on est plutôt admiratif pour l'ombre blanche, on est plutôt critique pour l'ombre noire. Je ne sais pas comment le répéter, mais merci d'éteindre vos micros. C'est fatigant d'entendre ces bruits. C'est dérangeant pour le groupe, je ne sais plus à qui m'adresser. S'il vous plaît, merci d'éteindre vos micros. Je cite la fin du texte, le tout est dans tout. Celui qui comprend parfaitement cette vérité possède déjà un grand savoir. Tout est dans tout. Vous sentez les liens avec le karma, vous sentez les liens avec la causalité, vous sentez les liens avec la co-responsabilité que j'évoquais tout à l'heure. Dans les 3 mondes, physique, psychique et spirituel, vous sentez les liens entre créature et créateur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. 3e principe, le principe de mouvement ou de vibration. C'est pas le plus compliqué. Le principe de vibration implique que la vérité, que le mouvement se manifeste partout dans l'univers, que rien n'est à l'état de repos, que tout se remue, vibre et tourne en rond. Je continue la citation.
les différences qui existent entre les diverses manifestations de la matière, l'énergie, l'âme et même l'esprit, sont les conséquences d'une proportion inégale de vibrations. Et plus grande est la vibration, plus haute est la position sur l'échelle de l'évolution. Tout est vibration, nous dit le texte, tout bouge, tout est mouvement. Et les apparentes différences entre les choses et les êtres ne sont que les reflets de vibrations différentes, plus ou moins rapides, plus ou moins subtiles. Vous vous rendez compte qu'on est dans une tradition complètement archaïque, ancienne, qui rejoint presque mot pour mot E égale MC2 d'Einstein, qui disait grosso modo, je ne le trahis pas, il y a analogie entre la matière et l'énergie. Et en explorant un tout petit peu, quand on connaît l'humour et la spiritualité d'Albert Einstein, on peut dire que la vie est une. La vie est une. Arrêtons de couper les choses en morceaux. L'esprit d'un côté, la matière de l'autre. La spiritualité très haut, la ville matière, la ville poussière très bas. Arrêtons, arrêtons. Et si on percevait les choses autrement comme la vie une, manifestée à différents niveaux vibratoires? Et si la matière n'était que de l'esprit condensé? Et si l'esprit n'était que de la matière en expansion? On comprend bien ce double mouvement. Concentration, j'abaisse la vibration. Expansion, dilatation, j'élève la vibration. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, même sur Internet et dans tous les médias qui nous amènent à réfléchir dans ces temps de confusion, ces temps de crise depuis l'époque Covid et toutes les menaces que l'on connaît au plan environnemental ou au plan économique ou au plan stratégique et militaire, heureusement, des voix s'élèvent et disent « changeons de fréquence ». Il est temps d'élever nos vibrations. Nous sommes co-responsables de la société et du monde. Nous sommes co-responsables de la situation du monde. Nous sommes une cellule du corps social. Arrêtons de parler de séparation, arrêtons de critique et de jeter des pierres à tous les autres qui ne nous ressemblent pas. J'avais dans d'autres conférences, vous vous souvenez, souvent fait l'analogie avec les ondes radio. On sait d'ailleurs que les ondes électromagnétiques, non pas électriques, mais les ondes électromagnétiques du cerveau, sont tout à fait sur les fréquences des ondes radio, infrarouges ou radio. Donc des ondes assez faciles à imiter, ce qui pourrait donner du corps à des recherches sur la télépathie, par exemple. Mais plus simplement, si notre cerveau est un émetteur-récepteur, il ne sécrète pas la pensée. Il est conçu par un certain nombre de neuroscientifiques aujourd'hui, les plus audacieux, qui disent le cerveau est un ordinateur qui décode, qui traite, qui analyse des informations venant du plan mental. Et le plan mental, il est extracérébral. Ça change tout. Ça relativise aussi la prétention des neurosciences à tout expliquer. Non, les neurosciences montrent des fonctionnements, pointent du doigt des fluctuations de neuromédiateurs, perçoivent des réseaux qui se mettent en fonction dans notre cerveau, mais on est plutôt dans la démonstration du comment et pas du pourquoi. Si notre cerveau se branche sur une modulation de fréquence, vous savez, ces petites radios de très grande qualité sur la bande FM, bah, on n'est pas sur RTL, quoi. On n'est pas sur France Inter. On peut choisir notre station de radio. Et soit nous-mêmes, nous devenons émetteurs et on vient enrichir les grandes stations de radio du monde, ça veut dire qu'on a une pensée coopérative pour la paix, la fraternité dans le monde. Et on crée cet égrégore de formes pensées, notamment dans les groupes de prière et de méditation. Soit on se considère comme la victime, mais soyons conscients aussi, notre cerveau récepteur, dans ce cas-là, était branché sur une mauvaise radio. Et on peut changer notre réglage. Nos pensées, nos émotions sont des vibrations. Les plus lourdes nous ramènent dans les espaces les plus sombres de notre société. Les plus élevés nous amènent dans les aspirations
les plus inspirés et les plus subtils. Le texte se termine en disant « Celui qui a compris les principes de la vibration s'est emparé du sceptre de la puissance. » Waouh! D'ailleurs, le mot talisman, pour ceux qui ne le savent pas encore, tient son origine dans le grec télesma, qui voulait dire en grec ancien la force forte de toutes les forces. Ça aussi, c'est une formule qu'on attribue à Hermès. Et faire de la magie blanche, porter un talisman quelque part, c'est gérer la co-responsabilité de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, mais sur un mode essentiellement positif et lumineux. Quatrième principe, principe de polarité. J'accélère un petit peu. Tout est double. Toute chose possède deux pôles opposés, toutes à deux extrêmes. Le pôle opposé, les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés de vibration différents. Les extrêmes se touchent. Tout est et n'est pas en même temps. Ah oui, accrochez-vous là. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés, car tout a deux pôles, tout possède deux extrémités. La thèse et l'antithèse sont identiques en nature, mais différents en degrés. On comprend mieux à la suite de la phrase précédente qui parlait des vibrations. Alors, n'en concluons pas pour autant que cette dualité affecte le plan spirituel, parce que les anges n'ont pas de sexe, nos étincelles spirituelles, nos monades ne sont pas sexuées non plus. Mais on peut parler de polarité, on peut parler de fréquence et de friction ou de loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est le magnétisme, mais c'est aussi la loi de l'amour, bien sûr. Toutes les formes d'attraction en ce monde ne sont les reflets physiques, biophysiques, voire chimiques, de la loi d'amour universelle. Le yin et le yang qu'on va observer partout dans le cosmos. Le soleil et la lune, l'expansion et la rétraction. Tout est double, tout possède deux pôles. Alors, qu'est-ce qu'il en est du froid et du chaud? Qu'est-ce qu'il en est de l'ombre et de la lumière? Et soyons fous, qu'est-ce qu'il en est du bien et du mal? Est-ce qu'on serait prisonnier d'une illusion séparatiste, dualiste? Est-ce qu'on serait les prisonniers de cette dichotomie qui nous prive de la contemplation de l'unité et qui nous exclut, qui nous maintient à l'extérieur de l'unité? Et si la vacuité des bouddhistes dont on parlait tout à l'heure ouvrait à la plénitude? Et si l'amour et la haine participaient d'une seule et même chose? Et s'il ne tenait qu'à notre mental et à notre bonne volonté de naviguer entre les deux pour faire des choix décisifs? Cinquième principe, le principe de rythme. Il est assez facile à comprendre. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors. Toute chose possède une durée, tout évolue et dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche, car le rythme est constant. On nous invite à réfléchir là, entre deux pôles, toutes choses balancent, alternent, vont et viennent comme le mouvement d'un pendule, un peu comme le mouvement d'un métronome qui serait manié par ce fameux grand architecte cosmique. C'est la loi de la polarité, c'est le cycle des marées, c'est le cycle des lunes, le cycle des saisons, des hormones, des menstruations, des renaissances. C'est hélas aussi le cycle des erreurs répétitives, tant qu'on n'a pas pris conscience et qu'on n'a pas changé de comportement. Car tout ce qui débute doit prendre fin un jour. Et les changements sont là, autour de nous et en nous, pour nous montrer l'enfance, l'adulte, la vieillesse, l'entropie qui amène toute chose qui a pris forme vers la non-forme. Certes, il y a de la souffrance à la clé, tant qu'on n'est pas dans l'acceptation et le contentement,
Certes, on peut se balancer, chahuter entre le passé, les regrets, les remords, la nostalgie, l'avenir, les désirs, les fantasmes. Vous voyez les liens qu'on fait avec les autres parties de la soirée? C'est l'impermanence qui nous fait grandir, ou pas, tant qu'on n'a pas intégré cette part de joyeux lâcher-prise, de joyeux lâcher-prise. Et encore une fois, il n'y a que dans l'ici et maintenant qu'on va s'ouvrir à l'essentiel, qu'on va s'ouvrir au précieux, par la culture de cette pleine conscience, au présent, à la fois thérapeutique et libératrice. Sixième et dernier principe, bon, c'est le plus connu, c'est le principe karmique, ou cause à effet. Toute cause a son effet, tout effet possède sa cause, tout arrive conformément à la loi, nous dit le texte. La chance n'est qu'un nom donné à la loi que l'on méconnaît. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à cette loi. Donc, si ce n'était pas encore clair pour tout le monde, rien n'arrive fortuitement, pas de place pour le hasard. Donc, soit nous subissons le karma, soit nous devenons responsables de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, et humainement, nous devenons co-acteurs de notre destin. Il est possible de changer. C'est d'ailleurs ce que connaissent tous les cultivateurs du monde. On change de graines, on change de récolte. Tout cela a déjà été très largement commenté. Et on termine par le principe de genre, très à la mode ça. Il y a un genre en toute chose. Tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Ça veut dire que en toute chose et en tout temps, il y a du masculin et du féminin présent, plus ou moins caché. On va retrouver, c'est simple à comprendre, hein, le yin et le yang des orientaux. On va retrouver l'animus et l'anima de Jung, deux partenaires de notre évolution, de notre réussite, je pense aussi, hein, vers une plénitude, ce que certains appellent la fusion des deux principes. Cette alchimie qu'on va retrouver dans le tantrisme, par exemple, ou dans le taoïsme, dans ses dimensions philosophiques et sexuelles. Et c'est autant la réconciliation entre l'esprit et la matière. Voilà une belle conclusion quand même pour terminer ce voyage ce soir que j'étais ravi de partager avec vous. Rappelez-vous les 4 accords, que ta parole soit impeccable, ne prends rien personnellement, ne fais aucune supposition et fais toujours de ton mieux. Accordez-vous Ho'oponopono pour vous et pour les autres et pour vos ancêtres. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et puis méditez les grandes clés du Kybalion, cette remise à l'heure de nos croyances. Approfondissez cette loi du karma, approfondissez les analogies entre le haut et le bas, entre les mouvements de la vie, le rythme, les polarités. Prenez soin de tout cela. Étudiez, méditez. Je ne le répéterai jamais assez, passez à l'expérience. Ne conservez que ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend en pleine conscience meilleur pour vous et pour les autres. Et puisse quelques petites phrases de cette soirée servir de graines pour le meilleur de votre santé, de votre harmonie et de votre avenir, que j'espère radieux. Merci à tous de votre attention. De mon âme à votre âme, je vous salue. Namasté. Merci. Merci, Daniel, merci. Merci. Très belle conférence, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.